Bonjour Sybille, bonjour Christine, bonjour à vous et merci d'être venue. Voilà, donc c'est la première rencontre littérature jeunesse et je suis vraiment très contente de vous accueillir donc pour la 33e édition de la Fête du Livre de Merlieu et que l'occasion soit donnée d'accueillir une illustratrice, Sybille Delacroix, et une autrice, Christine Naumann-Villemain. C'est vrai que nous avons saisi l'occasion d'avoir un binôme, et c'est une occasion assez rare, et donc c'est pour cela que voilà, je suis particulièrement contente. Alors, on va essentiellement parler de ces deux livres-là, puisque voilà, c'est l'occasion, mais vous avez l'une et l'autre une belle carrière autonome, hein, puisque voilà, les enfants des écoles maternelles connaissent Nina, ou la princesse, voilà, celui-là est customisé, ou bien les graines de sable, les petits mots, etc. Et vous avez vu, il y a de nombreux livres sur la table. Mais je disais qu'on allait parler essentiellement de ces deux livres-là, parce que les modalités de collaboration peuvent être interrogées, je crois. Alors, on va d'abord peut-être dire quelques mots de l'un et l'autre, parce que peut-être que vous ne les connaissez pas. Il est aussi à l'envers, l'autre Daniel. Oh, Mon petit trésor est à l'envers. Bon, celle-là, elle a... Voilà, elle avait enfin la tête à l'endroit. Cette fois-ci, je les ai mis dans le bon sens. Est-ce que vous dites un mot de l'un et de l'autre ? Par lequel on avait commencé ? On a commencé par Stella. Ouais. Stella, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Stella, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Voilà. Bon. C'est un livre qui parle des projections des parents, qui sont les plus gentils et absolument bienveillants avec leur enfant, mais qui sont persuadés de savoir ce qu'elle veut et d'avoir perçu tous ses potentiels et toutes ses envies. Et en fait, chacun projette ses propres désirs. Et la petite fille a beau semer des indices tout au long du livre, ils n'entendent pas jusqu'à ce qu'elle sache faire entendre sa parole. Et il faut dire aussi que c'est des parents qui sont capables de l'entendre. Voilà. Et mon petit trésor. Oui, qui est venu après. Hein. Et qu'en dire ? Alors ça, c'est un texte sur l'inceste, donc un sujet particulièrement délicat et important. Et moi, j'ai beaucoup apprécié la distance tout à fait juste du texte de Christine par rapport à ce propos. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait voir l'environnement de l'histoire ou percevoir le fond de l'histoire et son vrai sujet en fonction de la proximité de l'âge des enfants avec ce sujet. Ils le perçoivent ou pas. Il y a plusieurs niveaux de lecture possibles. Et il n'y a rien de trop frontal. Voilà, c'est symbolique sans être alambiqué. Voilà, pour moi, c'était vraiment la juste distance sur ce sujet-là. Donc j'étais très honorée d'avoir l'occasion de l'illustrer. Voilà. Alors, donc, ces deux livres en commun, et effectivement, l'échange s'intitulait « Écrire pour les petits ». Quel sens cela a pour vous, pour l'une et l'autre, hein, parce que vous êtes quand même majoritairement focalisé sur l'écriture pour les jeunes enfants. Quel sens cela a pour vous et pourquoi ce choix par rapport à d'autres possibles ? Tu peux commencer ? Oui, d'accord. Moi, on parlait dans la voiture, Daniel, du fait que le dessin, tu le voyais comme une écriture. Quand tu parlais d'écriture, tu incluais le dessin. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Surtout que je suis par ailleurs également autrice. Donc, quand j'écris mes propres histoires, pour moi, les deux fonctionnent absolument ensemble. Voilà, je n'écris pas un texte et ensuite je l'illustre. J'ai parfois une idée d'histoire, parfois une idée de dessin, et les deux fonctionnent comme ça, comme on marche sur ses deux pieds, pied gauche, pied droit. Et là, moi, j'ai pas eu
de raisonnement particulier sur pourquoi est-ce que je veux écrire pour les enfants. En fait, ça s'est imposé à moi parce que j'avais envie d'écrire avec l'image aussi et que donc ça s'adresse principalement à un public jeune ou enfantin, même s'il y a des créneaux pour les adultes, mais qui vivent quand même beaucoup moins bien, qui sont beaucoup plus confidentiels. Et donc ça s'est imposé à moi. Et puis plus loin dans ma vie, j'ai quand même compris aussi l'importance de l'enfance, du rapport à l'enfance qui s'est imposé à moi. C'est pas que parce qu'il y a un marché sur le livre illustré pour les enfants. Voilà, c'est aussi une vraie affinité avec ce monde-là et le choix de leur parler et qui me parle, qui continue à me parler aussi. Et toi, écrire pour les enfants, pourquoi ? Alors moi, pendant très 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 longtemps, quand les enfants en classe me posaient la question « Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire pour les enfants ?», je racontais quelque chose qui est tout à fait juste, qui est tout à fait vrai, c'est la vérité. Je disais écoutez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui est très gourmand et qui a un jour envie de se mettre à la pâtisserie. Voilà, moi j'ai toujours trouvé tellement de bonheur dans les livres, j'ai toujours trouvé tellement de raisons d'espérer, j'ai toujours trouvé tellement d'apaisement et d'évasion dans les livres que j'ai eu envie de proposer ça à d'autres enfants quand j'ai grandi. Après, j'ai écrit Mon Petit Trésor, et depuis que j'ai écrit Mon Petit Trésor, je dis aux enfants, je sais que dans votre classe, la plupart d'entre vous sont très heureux, que vous avez une vie agréable avec des parents qui vous aiment, qui vous choisissent, mais parfois dans la vie, il y a des moments difficiles et il y a des enfants, je sais que dans votre classe, en ce moment, il y a des enfants qui ne sont pas heureux, qui traversent des choses particulièrement douloureuses. Et moi, ça m'est arrivé aussi quand j'étais petite. Et j'ai trouvé dans les livres une vraie consolation, un vrai espoir, même une raison de vivre, de continuer à vivre, parce que je voyais dans les livres d'autres vies que la mienne, d'autres façons de penser que celle de ma famille, d'autres façons d'agir que celle de mon environnement. J'ai trouvé vraiment une façon non seulement de m'évader, mais un vrai projet pour ma vie. C'est-à-dire que je me suis dit, moi je ne vivrai pas toute ma vie comme je suis en train de le vivre. Et ça, je l'ai trouvé dans les livres. Et donc maintenant, je dis aux enfants, je dis, si vous êtes triste, si vous êtes désespéré, à un moment ou à un autre, vous verrez dans un livre, quelqu'un vous dira, je vis la même chose que toi. Je pense comme toi, je ressens comme toi, et on s'en sort. Voilà. Et donc, ça a été toute ma vie, j'ai voulu faire ça. Je suis devenue déjà orthophoniste, ensuite je suis devenue enseignante, et puis maintenant je ne fais plus qu'écrire, mais c'est véritablement la vraie raison. Je peux dire sans modestie aucune que j'écris pour sauver des vies. Voilà. On aurait pu être là en conclusion, mais... merci beaucoup. Donc, effectivement, je pense que l'une et l'autre, vous êtes persuadés de cette importance. Et donc là, vous avez écrit ensemble. Alors, est-ce que vous avez écrit ensemble ou est-ce que vous avez écrit chacune séparément ? Parce que vous avez des complices. Vous avez une complice que les enfants connaissent bien, qui est Marianne Parsilon, qui est déjà venue à Merlieu d'ailleurs. Hein, et puis, mais d'autres collaborations me paraissent plus rares. Donc, comment se sont imposés ces deux livres à vous, hein, qui a eu l'idée? Enfin voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'arrière-boutique de la production? Que ce soit toi qui commence. Ouais. C'est très très simple. Je suis complètement étrangère au fait que ce soit Sybille qui illustre mes livres. C'est-à-dire que c'est quand même l'éditeur qui reçoit le texte. Pour Mon Petit Trésor, par exemple, l'éditrice m'a dit tout de suite, j'adore ce texte, mais alors là, il va falloir vraiment quelqu'un de très, très, très talentueux. Il va falloir pas se tromper, il va falloir choisir soigneusement. Et elle a vraiment passé beaucoup de temps à regarder le travail des différents illustrateurs qu'elle connaissait, etc., pour finalement me dire, je pense que Sybille Delacroix, elle a la sensibilité pour faire quelque chose qui va vraiment, comme tu disais tout à l'heure, ne pas être démonstratif, être tout en finesse et pouvoir donner en même temps la sensibilité et en même temps la distance que le texte nécessite. Donc moi, j'ai donné mon texte et après, j'ai attendu pendant plusieurs mois avant que ton nom apparaisse.
quand on est apparu, j'ai dit « Oh, mais j'ai déjà fait un livre avec elle qui est super, que j'ai adoré. » C'est Stella, chez un autre éditeur, complètement différent, avec lequel j'avais procédé de la même façon. J'avais envoyé le texte et puis il a cherché l'illustratrice ou l'illustrateur qui lui semblait le plus en accord. Voilà. C'était un hasard et c'est arrivé à quelques mois d'intervalle, parce que moi je sortais d'une période où j'avais écrit pas mal mes propres histoires et puis là j'avais envie de recollaborer avec quelqu'un et j'ai reçu à quelques mois d'intervalle ces 2 textes de 2 éditeurs différents et puis c'était Christine dans les 2 cas, donc c'était comme un signe. Et les 2 m'ont parlé. Il y a eu une espèce de mini-miracle, en tout cas pour moi. Quand j'ai vu les premiers dessins de Sybille, ça m'a fait penser à un film que j'adore, un de mes films préférés, qui s'appelle Les ailes du désir de Wim Wenders, qui se passe dans un cirque, et c'est un film en noir et blanc, il y a vraiment, je trouve, les scènes de cirque sont extraordinaires, et j'envoie à Sybille en disant, écoute, je regarde tes illustrations et j'arrête pas de repenser à ce film-là que j'adore, etc. Et elle m'envoie une photo de son bureau, et elle me dit, regarde, et donc tu avais l'album, enfin le livre qui reprenait toute l'histoire, toute la jeunesse de ce film. J'ai longtemps travaillé avec le livre de Henri Alcan qui a fait la lumière sur ce film, en fait. Voilà. J'ai longtemps travaillé pour plein d'illustrations avec ce livre-là, et entre autres des images de ce fabuleux film. Ouais. Et on a retrouvé, moi j'ai retrouvé plein de choses. Dans le film, l'actrice, elle venait de Dombasle. Dombasle, moi j'habite à Nancy. Dombasle, c'est juste à côté de Nancy. Donc évidemment, les gens de la région, quand ce film s'est tourné, quand il y a eu plein de figurants qui étaient des copains, etc., etc. Et quand ce film s'est tourné et quand ce film a été diffusé, il y a eu un double raisonnement pour moi, c'est-à-dire qu'il y avait une proximité affective, parce que c'est un film que je trouvais d'une poésie fabuleuse, et une proximité concrète, géographique, parce qu'il y avait des gens que je connaissais qui étaient dedans. Et donc, ce film-là revient des années après sur le devant de la scène pour, quelque part, pour venir en aide à mon texte. Et j'ai trouvé ça magnifique, quoi. Oui. Alors Sybille, moi, il y a quelque chose qui m'a frappée dans ces 2 albums-là, c'est qu'en fait, ils correspondent à 2 tendances différentes dans l'illustration, dans ton illustration. C'est-à-dire qu'il y a une illustration qui est très graphique, je dirais quasiment bicolore, en gris et une autre couleur. Là, c'est du gris et jaune. Dans d'autres albums, vous verrez, c'est gris et bleu, gris et... Enfin bon, on aura l'occasion d'en regarder d'autres. Et celle-ci, et cette technique-là, qui ressemble beaucoup plus à la peinture, je pense à certains contes qui ont été illustrés, et où en fin de compte, la technique est différente. Alors, comment se fait le choix technique? Alors là, c'est une question un peu épineuse. Parce que là, l'éditeur y est pour beaucoup. Ah, d'accord. Donc l'éditeur est pour la naissance, la genèse même du livre, dans l'objet livre, et il a également un rôle dans la technique. D'accord. Alors, il a un rôle de directeur artistique, de direction artistique. Donc l'éditeur a son mot à dire. Déjà, si c'est lui qui fait le choix de l'illustrateur, c'est parce qu'il a quelque chose en tête. Mais moi, vu que c'est vrai, j'ai des styles assez différents, souvent, il faut qu'il précise un petit peu qu'est-ce qu'il attend, comme style. Alors, il y a les attentes de l'éditeur, il y a aussi moi ce que j'ai envie de faire. C'est pas qu'un travail de commande. Et là, pour le coup, ce qui est un peu particulier, c'est que j'ai été contrariée sur les 2 albums. Parce que Mon Petit Trésor, je voulais le faire plutôt en monochrome, et Stella en couleur. Et en fait, ils ont chacun eu la demande inverse. Donc, c'était un peu curieux, mais je m'y suis adaptée. Et voilà, Stella, l'éditeur Michel de Molenard, tenait absolument à ce qu'il y ait du jaune, pour simplement refléter l'étoile. La petite Stella étoile. Et Mon Petit Trésor, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué de faire en monochrome parce qu'il y a toute cette ambiance de cirque et tout que l'éditrice Camille Guénaud tenait absolument à retranscrire par des coloris chaleureux, chatoyants, du rouge, du jaune. Voilà. Donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas peint quand j'ai commencé Mon Petit Trésor. Donc donc ça m'a demandé vraiment un temps pour rentrer dedans. Et alors j'ai pris des petites choses pour vous montrer un peu comment ça se passe. C'est un peu ce que je montre dans les classes d'ailleurs. On a la chance de passer dans les classes là, cette semaine.
Et alors moi, quand je reçois un mail de mon éditeur, je reçois un petit Word comme ça, quoi. Hein, Ah oui, voilà. ça, là, c'est le texte. Ouais. Voilà, c'est le texte. Et donc c'est à moi de faire le découpage, c'est-à-dire voilà, de choisir quel fragment de texte viendra sur quelle page. Mais a priori, Christine, qui sait très bien ce qu'elle fait, ça se sent quand même qu'il y a déjà ce rythme-là dans le texte d'origine. Et puis après, avant le choix de savoir comment je vais mettre en couleur et tout ça, je commence toujours par travailler dans un carnet comme ça. Et donc là où il y a les recherches, à la fois les recherches de personnages, et puis les premières recherches pour les croquis, les mises en scène. Et donc à ce niveau-là, peu importe si je travaille en bichromie ou en couleur, là le travail préparatoire est exactement le même. Oui. Donc j'ai quand même fait tout un travail similaire pour les 2 albums avant de devoir faire le choix de la mise en couleur. D'accord. Voilà. Bon, alors, donc, l'éditeur a sélectionné le texte, il a influencé sur l'illustration. Et après, il y a quand même un moment où vous avez un regard réciproque ou pas du tout? Autrement dit, est-ce que c'est un objet livre qui vous lâche à partir du moment où l'éditeur l'a décidé ou pas? À partir du moment où on a des crayonnés, moi quand je reçois les crayonnés, je regarde à nouveau mon texte pour voir si par exemple je ne peux pas simplement supprimer des choses. Parce que ce qui est évident dans l'illustration, il n'y a aucun intérêt à le mettre dans le texte. Alors effectivement, je peux retravailler le texte comme ça, mais à un moment où on s'est assises toutes les deux, on ne s'était jamais vues, hein, un moment où on s'est assises toutes les deux, ou au téléphone, ou en visio, pour se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on choisit, c'est jamais arrivé. C'est arrivé pour mon petit trésor. Rappelle-moi. Parce que pour Stella, c'était très évident. Pour moi, c'était limpide. Ouais. Voilà, Ouais. il n'y a eu aucun souci. Pour mon petit trésor, on a eu une discussion sur la fin. Oui, c'est vrai. Voilà, où là, j'ai demandé à te joindre. On ne se connaissait pas. Oui, c'est vrai. Voilà, parce que tu avais mis quelque chose, tu tenais vraiment, on sentait vraiment ton souci du bien-être de l'enfant, et tu avais mis quelque chose que je trouvais moins poétique. Et donc, tu as été tout à fait ouverte à la discussion, et notre éditrice aussi, pour nous mettre en rapport, ce qui n'est pas toujours évident, il faut le savoir. Les éditeurs, des fois, ils sont très frileux, ils n'ont pas du tout envie que les auteurs et les illustrateurs se parlent. C'est très curieux, on se demande bien pourquoi, si ce n'est pour avoir asseoir un certain pouvoir. Oui. Qui est très positif, puisque effectivement, l'enfant entre ses parents, fait lien. Alors, pour parler du sens et de l'organisation de l'image, hein, dans le lien avec le texte, le travail sur les couvertures est toujours important. Hein, toujours important. Et c'est vrai que là, sur cette couverture, laisse parler Sybille. Tout est dit quelque part sans être trop montré. Voilà. Tout est dit quelque part. Il y a l'ombre, hein, il y a la main, il y a le personnage de l'enfant, sa solitude. Hein, elle est là toute seule. Bon, on sent bien que... Et puis, ici, on sait où on est. Hein, on sait où on est. Voilà. Donc, cette dimension-là, elle est vraiment fondamentale. Hein. Et de la même façon, c'est là. On voit bien que c'est une rebelle quand même. Hein. Elle est rebelle. Voilà, exactement. Hein, quand même. Elle tourne boule, quoi. Bon, elle est bien accompagnée. Parce que ça aussi, c'est particulièrement vrai, je pense, dans l'écriture de Christine, et ça l'est, mais de façon un peu différente chez Sybille, la place de l'humour. Oui. C'est important. Oui. C'est vraiment... Oui, c'est très important. Ouais. C'est très important. C'est très important dans le langage, parce que l'humour, c'est le léger décalage qui fait qu'on s'abstrait un petit peu du terre-à-terre. Et à partir du moment où on est capable de se décaler un peu, on peut avoir un regard critique. Donc, susciter le sens de l'humour chez un enfant, c'est susciter son regard critique et donc sa liberté individuelle, quoi. Et souvent, les sujets de fond de mes livres sont des sujets assez graves, finalement. Et si on parle d'un sujet grave, avec un ton grave,
ça plombe très facilement quand même le truc. Donc mais je pense que une des meilleures questions qui m'ait jamais été posée par un enfant, c'est pourquoi tu veux toujours nous faire rigoler? Et ça m'a vraiment interpellée parce que je me suis dit, c'est une vraie question. Pourquoi choisir de faire rire et pas de rester dans la poésie ou pas de faire rêver dans des aventures épiques, etc. Et de mettre toujours un peu d'humour dans mes livres. Et j'ai longtemps réfléchi et j'ai écouté l'autre fois une chronique de François Morel qui disait « Moi, ce qui m'en impose, c'est la gaieté. C'est la gaieté qui m'en impose. » Et je pense que vraiment, toute ma vie, j'essaie de faire ça. C'est-à-dire de contrer les mauvais vents par de la gaieté. Et de dire aux enfants, bon, on peut rire aussi, on peut rire un peu de tout. Et ça décale, ça éloigne un peu le chagrin. Voilà. Ouais. Oui, ça décale un peu le chagrin. Je vous vois acquiescer. et je vois par exemple, sur cette première image que j'adore, mais de toute façon c'est vraiment un album que j'aime beaucoup. Tout y est. Bon, comment le père est absolument ébloui par sa fille, pas tant que ça d'ailleurs, il regarde les étoiles. Son papa lui expliqua, tu peux dire. Aussi, dès qu'elle fut en âge de comprendre, son papa lui expliqua « Ma fille, tu es aussi intelligente que moi. Tu seras une grande astronaute et tu voyageras jusqu'aux étoiles. » En souriant, Stella répéta « Oh oui, des étoiles, j'adore les étoiles. » Ravie, son papa commença son éducation. Mais l'astronomie n'intéressa pas Stella plus que ça. Et on voit que c'est le père qui s'éclate. Et pourtant, elle a déjà semé des choses parce que on voit qu'elle dessine, et ça, le dessin est très très subtil et on ne le voit pas tout de suite. Et, non, mais c'est vrai. Il y a toujours plein de trucs qu'on voit pas tout de suite. Ouais, non mais. Parfois que moi qui les vois. En fait, c'est une image de femme canon, donc c'est bel et bien Stella qui part dans l'espace. C'est ce qu'elle a dessiné, la petite fille. Elle part dans l'espace, mais d'une autre façon. Mais c'est pas le même. C'est pas le même. Et vous voyez, bon, celle-là, elle est intéressée, mais pas plus que ça. Oui, c'est ça. Le canon, c'est un indice du cirque là. Voilà, tout à fait. Oui, l'homme canon, l'homme canon. L'homme canon. Dans chacune des images, Ouais. Pour le coup, c'est il y a vraiment ce les images qui décalage. sont drôles, je trouve. On voit que Oui, le texte, oui, Voilà. oui, absolument. Absolument. Oui. C'est pas la peine de le mettre dans le texte. d'où l'importance quand même. Alors, ou bien d'avoir, même sans nous parler, il peut y avoir ce dialogue-là, parce qu'on comprend que Christine, elle sait construire un texte qui est fait pour l'illustration, c'est-à-dire où tout n'est pas dit et qui invite à répondre par l'illustration. Donc ça, c'est le pied, évidemment. Quand on reçoit un texte comme ça, c'est super agréable. Et voilà, c'est inspirant, quoi. Tout n'est pas bouclé, tout n'est pas serré dans le texte. Donc ça laisse la porte ouverte, justement, à inventer des choses et à apporter quelque chose par le dessin. Quand on a quelque chose de trop bien ficelé, qui nous coupe les pattes, on dit c'est un super joli texte, mais on va le publier comme ça, quoi. Et là, hier, j'étais dans une classe avec des enfants qui étaient en CP, CE1. Je leur ai lu le texte. Et puis, à la fin, il y a une petite fille qui a dit « Maintenant, je peux le lire ». Elle a voulu refaire la même chose que moi, le lire. La maîtresse était tout à fait d'accord, tout le monde était d'accord. Et donc, on l'a lu une deuxième fois. Et donc là, le jeu, la deuxième fois, c'était de repérer les indices du cirque. Et donc là, ils ont dit « Ah, là, c'est le nez du clown, là, c'est le nez du clown, là, c'est… » Très facilement. Voilà. Voilà. Et très vite. Ouais. Moi, Et- je l'avais pas vu, hein. Oui, Et mais- pas prévu. oui, mais c'est ce qu'on disait. Avec le bébé, à chaque fois. C'est ce qu'on disait, nous les adultes, on a tendance à nous arrêter aux mots, en estimant que les mots disent tout finalement, et non, l'illustration est un langage, c'est un vrai langage, et c'est pas juste une illustration de ce qui se passe, c'est vraiment une interprétation, une réinterprétation et un point de vue singulier du texte, et c'est ça qui fait que c'est vraiment intéressant. C'est évidemment quand on est un professionnel de l'album, c'est un critère fondamental de l'intérêt de l'album. C'est-à-dire que si il y a redondance entre le texte et l'image, c'est que l'un des deux est en trop. Il faut bien qu'un album de jeunesse aujourd'hui, c'est cette symbiose entre un texte et des images qui fait que l'ensemble va dire plus que chacune des parties. Vraiment, pour moi, c'est évident. C'est un critère de qualité et de sélection pour nous. Voilà.
Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens, Christine, on avait quand même eu quelques discussions sur cette image-là, justement, dont on est en train de parler. Oui, oui. Voilà, parce qu'il y avait une sorte de conformisme un peu, Oui. enfin possible, qu'on a interrogé, disons, sur le fait que c'était le père qui était « Oh ma fille, tu seras intelligente comme moi », et la mère qui était du côté de la séduction parce qu'elle était l'actrice. Donc on a tenté d'inverser à un moment, et on avait mis la mère... la mère à la place, là on avait essayé, on avait même fait des images et tout ça, puis finalement on trouvait ça, enfin que c'était moins naturel, que ça nous semblait pas apporter quoi que ce soit en fait, donc on a rétropédalé, mais voilà. On a mis le donc. grand-père en danseur de ballet. C'est vrai. On a complètement. Hein Ah oui. Et il est vraiment... Et il est beau, hein. Ah, il est vraiment très beau. Hein Non, mais c'est vrai. Regardez. Ah oui, il y a quand même une grand-mère gâteau, oui. Mais regardez, c'est pas un danseur. C'est un danseur, quand même. Et puis alors la petite avec les chaussures du Et la petite avec les chaussures du grand-père. Oui, non, tout à fait. Voilà. Alors, donc l'éditeur a un rôle énorme. Ah oui. Énorme, hein. Ouais. Vous avez travaillé ces deux livres-là chez deux éditeurs différents. Par choix, par affinité, par... Bah, c'est un peu les deux, hein. C'est-à-dire que quand j'écris un texte, je garde quand même un peu en filigrane à quel éditeur je pourrais le proposer, quel éditeur serait, à mon sens, le plus ouvert sur ce texte-là. Et puis, si ça ne marche pas chez l'éditeur auquel je pense en premier, bah, j'essaye chez un autre. Donc, des fois, un texte atterrit chez un éditeur auquel je n'avais pas pensé en première intention. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Là, c'est donc chez Kaléidoscope, Ouais. qui est une maison de l'école des loisirs. Hein, voilà. Et là, c'est chez un éditeur, plus petit éditeur, c'est chez Lydia, c'est ça? Ouais. C'est Lydia. Ben, c'est pas un petit éditeur, c'est un éditeur belge qui en fait C'est vrai qu'on a publie quand même. beaucoup de textes à l'international. Et finalement, c'est pas un petit éditeur, Mijad. Hein, t'es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Ouais, hein. C'est vrai que l'édition belge est une édition importante en jeunesse. Ah, c'est lui qui édite La chenille qui fait des trous. Ouais. Ah oui, non, mais c'est lui qui édite Le petit poisson arc-en-ciel. C'est pas un si petit. C'est vrai. Très bien, très bien. Autant pour moi. Alors, on a parlé des relations, on a parlé de partenariat, coopération ou création séparée. Quand on a parlé de l'articulation du texte et de l'image, est-ce que lorsque vous écrivez en solitaire, si je puis dire, hein, en texte et image, vous avez une démarche qui est du même ordre? Comment s'articule le texte et l'image chez vous? Non, pour moi, la démarche est très différente. Parce que je vous ai montré là, le fichier texte imprimé. Ça, c'est ce que je reçois de l'éditeur. Mais moi, quand j'ai une idée de texte, jamais j'écris le texte en entier et puis je l'illustre, jamais. J'ai une idée, ça peut être parfois un mot, une phrase, un titre. Et là, je déroule l'histoire. J'ai souvent une idée d'image du coup qui vient accompagner cette première idée. Et puis l'image entraîne le texte entraîne l'image. Et vraiment, les deux sont créés simultanément, quoi. L'un amène l'autre. Donc c'est pas du tout la même démarche. Et les deux sont chouettes et agréables, mais c'est vraiment pas le même processus du tout. Voilà. Par contre, il y a des textes qui sont bien, mais je me sens absolument incapable de les illustrer. Et là, avec ceux de Christine, ça a été très évident, quoi. Et je pense parce qu'il y a une affinité aussi d'univers, d'intérêt et de construction de texte aussi. Voilà, donc je me suis sentie très à l'aise avec ces textes, mais ça demande un autre travail dessus, ça c'est sûr. C'est pas du tout la même approche. D'accord. Et vous avez beaucoup de livres où vous êtes à la fois autrice et illustratrice? Oui, je compte jamais, mais je dois bien en être à c'est vrai qu'en regardant une bonne vingtaine. tout à l'heure les livres exposés, on s'aperçoit qu'il y a une belle production. Bah, Une belle production. modestement.
Alors, une autre question. Bon, j'ai dit évidemment que vous aviez écrit majoritairement pour les petits, mais pas seulement. Et en particulier, Christine, j'ai été étonnée de voir l'évolution, me semblait-il, dans l'âge. Est-ce que c'est en vieillissant dans le métier que le goût d'écrire pour des plus grands est venu ou pas? Alors c'est beaucoup plus trivial que ça. Jusqu'à il y a quelques années, j'avais un vrai métier, j'étais enseignante. Donc, m'asseoir pendant 5 heures pour écrire, ça n'arrivait pas. Ça aussi, pendant les vacances, tout ça, mais j'avais aussi une vie de famille, tout ça. Alors qu'un album, vous êtes au supermarché, vous pouvez concevoir l'album. Vous êtes dans les embouteillages, vous pouvez concevoir l'album. Vous êtes dans une réunion chiante, vous pouvez concevoir un album. Et après, il est dans la tête, il n'y a plus qu'à rentrer à la maison et se mettre à son ordi. Et puis en 2 heures, 3 heures, on a déjà bien avancé, quitte à revenir dessus. Mais en tout cas, matériellement, pour moi, l'album était ce qui correspondait le plus à ma vie. Et puis il y a quelques années, j'ai décidé d'arrêter d'être enseignante. Et je me suis dit, là, je vais pouvoir passer des heures assise. J'ai décidé de faire un livre pour les tout petits et un livre pour les tout grands. Je me suis dit, je voudrais faire ça la même année. Et je l'ai fait. Et je suis très fière de moi. Et je voudrais dire que c'était bien plus difficile de faire le livre pour les petits que de faire le roman. Ah oui. Alors enfin bon, ceux qui me connaissent un peu savent à quel point, pour moi, je dis, il n'y a pas de différence entre écrire un livre pour les petits et un livre pour les grands. Et j'ai trouvé dans un de tes commandes, de ce que tu écris, tu dis, qu'est-ce que j'ai encore dit? Vous savez quoi, écris-tu, il n'y a guère de différence. Ce sont les mêmes choses qui se dessinent, les mêmes humanités qui émergent, les mêmes thèmes, le vocabulaire est différent, mais les mots, les émotions finissent par se rejoindre. Hein, et c'est cette écriture-là, sur écrire pour les petits, écrire pour les grands. Et donc, oui, donc voilà, donc il va y avoir des romans signés Christine Nomade-Villeneuve. Ah bah oui. Il y en a 2 là, il y en a Oui, 2 oui, là. oui. Mais C'est très confortable, le roman, parce qu'on a le temps de créer le personnage, de créer les personnages, de planter un décor, d'installer une intrigue, alors que dans un livre pour les tout-petits, en 20 phrases, il faut faire une tragédie grecque, une unité de temps, de lieu, d'action. Il faut qu'il y ait un héros qui soit posé, qu'on soit en empathie, qu'il y ait un problème, qu'il y ait une résolution. Pour moi, écrire pour les tout-petits, c'est un challenge terrible. Alors, pas écrire un livre de tranche de vie, hein, pas écrire un imagier, voilà, mais une vraie histoire. Bénédicte Guettier, moi, à chaque fois que je lis des histoires de Bénédicte Guettier, je me dis, oh purée, elle l'a fait. Elle l'a encore fait. C'est une vraie histoire. Ça m'épate. C'est vrai. Je trouve ça épatant. C'est vrai. Des questions à poser à nos autrices illustratrices? Non? On a dû être très, Comment? les noyer. moi j'ai quelque chose à vous montrer. Si tu veux bien me passer. Tu vois. Tu sais, j'avais pris mes. Non, je ne vois pas du tout ce dont tu veux parler. J'ai amené des livres à moi. Je les ai pas mis là. Peut-être là? Oui? Voilà. J'ai réussi quand, au moment de la publication de celle-là, j'ai demandé à l'éditeur d'aller à l'imprimerie et de me procurer une bonne feuille. Oh, dis donc, tu m'avais caché ça. J'adorerais montrer ça aux élèves. C'est génial. Bah oui. Donc, j'arrive et je montre aux enfants et je leur dis avant, vous allez voir un livre quand il n'est pas encore un livre. Quand c'est pas encore un livre, comment on fabrique un livre. Et donc, je leur montre ça et je leur dis, est-ce que vous comprenez pourquoi ce livre n'est pas encore un livre? Et tu sais ce qu'ils me disent? Parce qu'il n'est pas fini de colorier. Raté. Ou sinon, il ne voit pas le problème. J'adore. Et alors, c'est absolument fascinant parce que les enfants découvrent vraiment qu'un livre, eux, ils pensent vraiment, les petits, ils pensent qu'on prend des livres tout blancs
et que moi j'écris très très bien avec un feutre très 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 bien, et toi t'arrives et tu fais très très bien les dessins, très très bien. Et quand on leur montre ça, ils disent ça c'est un livre, mais non. En plus, il y en a à l'endroit, il y en a à l'envers. Alors je dis mais comment on pourrait faire? Et il y en a, au bout d'un moment, il y a quand même un qui dit si on fait comme ça et qu'on coupe, on a tout à l'endroit. Ouais. Alors après, on regarde, on recherche, on se met par terre. La couverture aussi, leur montrer que c'est vraiment une forme d'artisanat, quoi. Voilà, on colle des feuilles sur du carton. Et, voilà, donc j'adore montrer ce livre-là. Ah aux oui, enfants. c'est super de pouvoir leur montrer ça. Tiens, c'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Merci. Il commence à être vieux. Oui, c'est vrai. Il va falloir demander une nouvelle bonne feuille. Moi, je leur ramène plutôt toutes des recherches que j'ai faites. Voilà. Mais je leur parle aussi du côté imprimerie, mais ce qui n'est pas toujours évident à comprendre. Mais je leur montre les recherches, comme je vous ai montré là dans le carnet. Puis je leur explique qu'après, j'agrandis ça, voilà, pour voir ce que ça donne à la taille de l'album, parce que moi, j'aime bien dessiner en tout petit. Et aucun éditeur n'est d'accord de faire un minuscule album. Même pas ça. Puis comme ça donne déjà toute une idée en fait du déroulé de l'album. C'est mon petit trésor. C'est mon petit trésor, hein. Regarde Ouais. ce que ça va donner après. C'est le grand voile, là. Le grand voile. Je l'ai peut-être. Parce que ce sera plus facile. Ouais, je crois que vous l'avez. Elle est après là, Daniel. Vous l'avez. Mais attendez, là par exemple, cette image-là que vous avez, là avec les parents, on peut montrer celle-là aussi. Voilà la suivante, ou celle-là, ou celle-là. On s'adapte, on se retrouve. Oui, on est là. Voilà. Voilà. Donc il y a le crayonné puis la mise en couleur. Et là, vu que la mise en couleur, comme on vous a expliqué, était sujette à pas mal de conversations, hein, mais j'en ai fait pas mal des recherches couleurs pour cet album. J'ai même fait des recherches de gamme comme ça. Fait des petites recherches de personnages. Le petit sac aussi qui symbolise un peu le cœur du problème, si j'ose dire. Des petites recherches de couleurs. Et j'avais même entamé des recherches un peu systématiques comme ça, où pour chaque image, il y avait plusieurs propositions de couleurs différentes. Voilà. Donc, d'ailleurs, cette image-là est très très clairement inspirée du film de Wim Wenders. C'est vraiment quasiment une citation. C'est un peu flou. Pour Stella, je peux mieux vous répondre parce que pour le dessin terminé de Stella, c'est entre 1 ou 2 jours, sans compter les recherches, vraiment pour chaque image terminée. Mais là, c'est un peu plus flou parce que j'ai vraiment beaucoup cherché les couleurs et tout ça. Donc, je dirais un peu la même chose, 1 ou 2 jours par grande image, mais j'ai passé beaucoup plus de temps pour les recherches de couleurs. Voilà, là on a J'avais essayé avec le pastel sec aussi, voilà, l'encre, l'aquarelle, enfin tout y est passé, quoi. Hein. J'ai cherché dans toutes mes ressources. Oui, non, mais... Voilà. Là, voilà, par exemple, on voit la même image, mais avec deux propositions différentes. Oui, beaucoup plus chaleureuse, plus lumineuse. Ça ressemble plus À ce qu'il y a dans l'album, tout à fait. Voilà. l'image terminale. Voilà. Là encore, la petite image du début, encore un autre essai pour celle-ci. Voilà, il y a de nombreux essais pour chaque image, pour cet album-ci. Encore une autre de celle où elle est seule devant le chapiteau. Alors, celle devant aussi, les premières, où elle est seule dans la roulotte. Voilà. Ça part dans tous les sens. L'étape de la recherche est presque plus longue et importante que l'exécution de l'image, quoi. Quand on sait où on va, ça va tout seul. Est-ce que l'éditeur vous impose un nombre de pages au départ et vous dit, voilà, ce livre-là, il faut le faire en 10 pages ou en 20 pages, ou est-ce Ça que peut arriver. Ça peut arriver, ça aussi, ou alors Ça peut arriver quand ça rentre dans une collection, par exemple. Ah, oui, d'accord. C'est formaté, ouais. Mais pas toujours. C'est vraiment, on a eu aussi une discussion à ce sujet, tu te rappelles, on oui, hésitait entre un 32 ou je sais plus, un 40 pages ou quoi. Ouais. Et ça dépend vraiment du découpage du texte. Il y a vraiment quelque chose d'assez évident qui se met. Alors maintenant, c'est sûr que si on a envie de faire une illustration par phrase et qu'on arrive à 68 pages, bon, il dit ça va être un peu cher et peut-être pas.
Voilà, hein, il y a de cet ordre-là, mais ou sinon c'est assez libre. Et toi, je ne sais pas si toi, tu l'as fait quand tu écris le texte, est-ce que tu as aussi l'idée de la longueur de l'album? Parce que là, ça tombait pile poil pour un 32 pages. Je commence à avoir un peu le compas dans l'œil. C'est ça, pour hein. les albums. Voilà, ça se sent. Hein. Voilà. Je pense même que c'est pas un 32 pages, on avait opté pour un peu plus long finalement. Oui. Mais voilà, ça se met comme tu dis, tu as ça intégré. Et hop. C'est comme quand on garde sa voiture. Voilà. Et est-ce que vous faites des tests auprès des enfants avant de faire un choix sur un dessin Non. Non. Mais alors là, vraiment pas. Non, je teste pas sur les enfants. Déjà, je sais pas comment dire. Les rencontres, c'est pas vraiment fait pour ça en fait. Et puis d'une classe à l'autre, d'un enfant à un autre, de l'humeur d'un jour à l'autre. Enfin, je vois pas très bien la valeur scientifique de la chose, quoi. Je pense que c'est surtout moi qui dois être d'accord avec ça. Même des fois, je demande l'avis des autres. Ou toi, tu as vu aussi des crayonnés où je peux, quand je suis en pleine panique, je peux aller demander à des amis. Mais en fait, il y en a un qui me dit quelque chose, l'autre autre chose. Et puis, c'est comme quand on parle de ses soucis, quoi. C'est bien de les exposer, mais c'est surtout pour s'entendre, soit penser et arriver à la solution. Parce que ça donne jamais... Enfin, je m'en remets pas aux autres pour ce genre de choix. Non. Et pas aux enfants, encore moins aux enfants. C'est étonnant cette question, parce que c'est vrai, on s'adresse à eux, on a envie que ça leur plaise, ça leur est destiné, et c'est pas pour autant que c'est eux qui peuvent définir, enfin il y a déjà eu des expériences, hein, comme quoi faire des albums par des enfants, enfin ça fonctionnait pas, et pareil pour le choix, quoi. Il faut que ça reste un choix conscientisé d'artiste-auteur, quoi. Voilà. Il y a des maisons d'édition qui font ça, hein, Bayard Presse et tout, ils vont tester dans les écoles. Généralement, les auteurs-illustrateurs, ils adorent pas ça, quoi. Ils ont probablement leurs très bonnes raisons, mais les raisons de l'éditeur ne sont pas celles des auteurs. Voilà. Même si on travaille ensemble, hein, et qu'une bonne entente est souhaitable, et généralement, voilà, ça se passe bien, mais on ne peut pas avoir le même point de vue là-dessus, je pense. Bien sûr. D'autres questions? D'autres merveilles à nous montrer? Bon, après, j'ai quelques grands formats, voilà, qui vont dans la suite de ça, mais il y a également assez peu d'images définitives, et c'est les essais, mais en grand, quoi. Voilà. Juste pour aller alors là, pour être redondant par rapport à ce qu'on est en train de penser, je voudrais vous lire la fin d'une chronique qui devait être sur Ricochet, mais je ne suis pas sûre. Malgré la difficulté et la violence du sujet, les illustrations de Sibylle Delacroix sont douces et lumineuses, traduisant avec brio l'imagerie propre à l'univers du cirque. Nous sommes happés par ces belles images à fond perdu qui nous plongent au plus près de la vie de la troupe. Mais tout n'est pas que lumière et douceur. Prenant le relais là où les mots s'effacent, comment dire l'indicible, et prolongeant le récit, les illustrations racontent leur propre histoire et offrent un riche contrepoint au texte de Christine Naumann-Willemin. C'est cette dimension-là de point contre point dans les deux albums, de façon très différente, mais c'est cette dimension-là qui me paraît vraiment, enfin que j'avais envie, moi, de mettre en lumière, dans cet entretien. Voilà. Donc, merci Daniel. Des questions? D'autres questions? Encore d'autres curiosités? Alors après, je peux aussi vous laisser, pour ceux qui le désirent, je peux aussi vous laisser regarder dans le carton. Mais c'est souvent les mêmes images qui reviennent, hein, parce que voilà, il y a beaucoup de recherches. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et puis des fois on a une idée et on la met en œuvre et c'est pas encore ça. Voilà, encore une étape pour la couverture, une recherche pour la couverture. Et c'est toujours pas la définitive. Hein. Donc moi je fais toujours le livre 5 fois de toute manière. Je n'arrive pas à être plus efficace, c'est comme ça. Vous parliez du voilà. technique tout à l'heure, ouais. le pastel, l'aquarelle, et finalement, qu'est-ce qui a décidé de votre choix? Ben là, l'éditeur a quand même été... voilà, elle préférait la peinture. Dans ce que j'ai montré, elle n'était pas convaincue par le pastel. Moi, j'étais plutôt... par cette image-là. Ah oui? Que j'aime bien. Hein, oui. Que j'aime bien et qui me paraissait un peu de nature différente. Hein, dans la technique et
On avait l'impression d'être emmené très très loin. Alors par rapport au texte, c'est Oui. effectivement l'idée d'enfermement. Donc, et je me suis dit, ah, Là, c'était, j'ai pas cette impression-là, mais bon, moi, je suis un peu trop dans mon travail. Peut-être que c'est le fait d'avoir fait ces animaux de manière un peu plus réaliste, et il y a moins d'accroche sur un personnage humain aussi. oui, et puis d'un seul coup, en fait, on était à l'intérieur du cirque, Oui. et d'un seul coup, on est dehors. Donc, c'était. Oui, je trouvais que c'était. Bon, c'est intéressant. À la fois, c'est ce qui se passe aussi dans le texte, Oui, puisque bien sûr, lui, tout à fait. lui est banni. Voilà, c'est Voilà. cette idée-là de point contre point. Mais, Et là, j'étais aussi un peu intervenue dans le texte, parce que j'avais proposé vraiment qu'en fait, que le magicien prenne la place des bêtes fauves, en fait. Les bêtes fauves sont à l'extérieur, et c'est lui, la bête fauve, qui est en cage, en fait. Voilà. Voilà. Est-ce que j'arrive au bout de mes... Quelqu'un que j'ai vu tout à l'heure, qui est fan de Nina, qui est fan d'Eliette, etc. Et je suis loin de connaître tous vos livres, donc peut-être que... Mais vous avez beaucoup de petites filles, vous avez des collections de petits garçons aussi. Alors, c'est volontaire de ma part. En fait, il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré que 2 tiers dans les livres de littérature jeunesse, 2 tiers des héros sont des garçons et 1 tiers seulement des filles. Alors, c'est en train de changer. Et on s'aperçoit donc que les petites filles n'ont aucune difficulté à s'identifier à un héros masculin. Une petite fille qui va choisir un livre va avoir envie de choisir un livre de chevalier, elle va très bien s'identifier au chevalier, alors que les garçons ont beaucoup de mal à s'identifier à une héroïne. Et donc je me dis, moi je vais mettre plein de filles comme ça, les garçons, ils auront peut-être quand même envie de s'identifier à une fille. Voilà, donc c'est militant, hein, c'est avoué. Voilà. Moi, j'en avais parlé aussi, hein. Ouais. Je ne sais plus à quelle éditrice, en disant j'ai encore une idée d'histoire, mais c'est une petite fille, quoi. Je dis, moi, je peux rien, ça me vient naturellement. Oui. Voilà, ça me vient plus naturellement de mettre une héroïne. Je me dis, peut-être quand même, c'est pas très cool, il faudrait que je fasse un peu la parité, je vais mettre un petit garçon. Mais non, t'inquiète pas, il y a de la marge. Voilà. Parce qu'effectivement, vous m'avez dit la même chose, il y a beaucoup plus de... dans Graines de sable, il y a c'est un frère et une sœur. Voilà, j'ai résolu le problème. J'avais fait la petite série de... Voilà. Le problème est résolu si on parle de frère Tout et à sœur. fait. Voilà, il y a une parité. Et Et- c'est un petit frère. C'est un petit frère, c'est quand même elle un peu qui Ouais. qui mène le truc. Et j'avais la série des Cléo aussi, où je m'étais aussi escrimée à bien faire attention à ce que ça ne soit pas défini, qu'on puisse se projeter, que les garçons et les filles puissent se projeter de la même manière. Voilà. Est-ce qu'on s'arrête là? Ou est-ce qu'on peut poursuivre la conversation d'abord autour d'un jus de fruits et en dédicace pour ceux qui auraient envie de poursuivre avec en tête à tête? Oui? Non? Mais la parole est ouverte, hein, bien sûr. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Merci.